anglais pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y aura pas zéro faute, mais carrément anglais. Et la parole est donnée à Monsieur Jo Pamadjouf, c'est bien ça? Oui, c'est Welcome. ça. C'est ça. OK, thank you, Mrs. Astou. Thank you very much. And we will talk about asking questions. We're going to talk about asking questions. Thank you very much. In communication. Okay. Good morning, dear students. For today's lesson, we're going to talk about asking question or the interrogative form. Okay. Okay, you know, in communication, we have two ways to ask a question. Either our question is closed, what we call closed questions. Okay, that's first. And we have also what we call open questions. These are the two ways of asking question in English. OK? Ça veut dire quoi? Pour poser une question en anglais, on a deux possibilités de le faire, deux manières de poser une question. Closed question est une question à laquelle on répond par oui ou non. Juste oui ou non suffit pour clairement répondre à cette question. Alors que quand la question open, ouvert, question ouverte, tu ne peux pas répondre par oui, tu ne peux pas répondre par non. Si je te dis comment tu t'appelles, tu peux pas me dire oui. Ou habitude, tu ne peux pas me dire non. Donc là, this is an open question. You have to build a sentence to answer. Okay? Now, the first thing we have to bear in mind is that when asking question is done with interrogative form. In all sentences in English, you build an interrogative form to ask a question. Now, how to build an interrogative sentence? First, we need an auxiliary. This is the general rule for every tense in English. Present simple, present continuous. In all the tenses in English, you need necessarily an auxiliary if you want to ask a question. All right? Now, the structure of the interrogative form, okay, auxiliary, plus subject, plus the verb, but the verb in infinitive. Okay, but in some tenses, you might not have the infinitive. Okay, there are exceptions in every rule, there are exceptions. Okay? Alors, ça, c'est la première chose à retenir, que pour poser une question en anglais, je dois nécessairement avoir un auxiliaire. J'ai l'habitude de vous dire que l'ingrédient qui ne peut pas manquer dans la cuisine lorsqu'on veut préparer, je suppose que faire une phrase interrogative ou bien demander une question, c'est un repas, une recette qu'on veut préparer. Alors, il y a un ingrédient qui est essentiel qu'on ne peut pas manquer, qui ne peut pas manquer dans la cuisine. Ou au cas où il n'y en a pas, tu es obligé d'aller le chercher. C'est quoi? C'est l'eau. Quel que soit le plat que tu veux préparer, il te faut de l'eau dans ta cuisine. Peut-être qu'il y a une exception. Mais il te faut l'eau. Cette eau-là, c'est l'auxiliaire. S'il n'y en a pas, tu es obligé d'aller en chercher. Est-ce que vous voyez? Et ça s'applique à tous les temps en anglais. Ça s'applique à tous les temps en anglais. Maintenant, nous apprenons l'anglais dans un contexte, ce qu'on appelle ESL, l'anglais comme une seconde langue ou bien l'anglais comme une langue étrangère, EFL. On a tendance à vouloir partir de notre propre langue, partir du français pour traduire. Des fois, ça peut marcher, des fois, ça peut ne pas marcher. Alors, regarde en français. Quand je dis « tu es élève », point, je veux mettre cette phrase à la forme interrogative, il n'y a pas de problème. Je vais faire inversion, verbe, sujet, le complément et point d'interrogation, ça marche. Mais quand je dis « tu parles »,
anglais, excusez-moi, j'écris très mal, hein. Tu parles anglais. En français, on fera encore inversion. Parles-tu? Parles-tu? Anglais, ça marche. Si on applique cette formule en français, en anglais, ça peut marcher. You are a student. Are you a student? Yeah. You speak English. Can we say, speak you English? It won't work. You cannot say, speak to you. Speak you English. It won't work. Okay? So this is to bear in mind. Here, speak, in English, speak is not an auxiliary. So you have to go and find water, for example. Suppose you are in your kitchen and you want to cook and you don't have water in your kitchen. You need to go and find water. Okay, so in this case, vous êtes obligé d'aller chercher un auxiliaire parce que speak n'est pas un auxiliaire. Et je viens. Alors, je répète la règle ici. Sujet, le verbe et les compléments qui suivent. Voilà, je disais le verbe là, quelquefois il le faut à l'infinitif. OK? Maintenant, il y a d'autres questions. Ça, c'était le cas du close question. Maintenant, open question. Open questions. C'est les questions auxquelles je ne peux pas dire oui ou je ne peux pas dire non. Il me faut formuler une phrase pour répondre. Alors, ce sont des questions qui commencent par ce qu'on appelle WH. What, who, when, why, where, etc. WH plus something. Ou bien un how plus something. How many, how much, how old, how far, etc. How deep, etc. How large, etc. Alors, ces questions commencent par ça. Que ça soit maintenant un open question ou un closed question, on aura toujours besoin d'appliquer cette règle, et quel que soit le temps. C'est là où je veux attirer l'attention. Que ce soit une question fermée, ouverte, ou une question fermée, si je veux demander une information, il me faut penser à l'auxiliaire. Je répète, l'auxiliaire, c'est l'eau dans ma cuisine. Si je ne l'ai pas, je ne peux pas faire ma cuisine. Là, needless. OK? Alors, cet auxiliaire dépendra maintenant du temps. Cet auxiliaire dépendra du temps. Si on a un present simple ou bien un prétérit, meaning past simple. Past, I'm sorry, my handwriting is very bad. It doesn't matter. My handwriting is very bad, OK? L'auxiliaire là va changer selon le temps. Si on a un présent simple où l'eau qu'on ira chercher sera do ou das. Si on a le prétérit, on aura le passé de do et de das qui est did. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai l'habitude d'insister sur ces deux temps parce que les autres temps sont des temps qui se construisent avec leur auxiliaire. Et donc, si j'ai de l'eau dans ma cuisine, je n'ai pas besoin d'en demander ou bien d'en acheter. Mais avec ces deux temps, la plupart du temps, les élèves, vous avez des problèmes parce qu'on ne sait pas lequel auxiliaire il faut appliquer à la phrase. Donc, la première difficulté qu'il faut repérer et résoudre, c'est savoir le verbe qui est dans ma phrase est conjugué à quel temps. Si le verbe de ma phrase est conjugué au présent simple, alors je dois connaître quelle est la personne sujet ou bien quel est le groupe nominal sujet. Alors, das, on l'utilisera lorsque le sujet c'est la troisième, l'une
des personnes de la troisième personne du singulier, c'est-à-dire he, she ou it, ou bien un groupe nominal pouvant être remplacé par l'un de ces pronoms personnels sujets. Pour tous les autres, ce sera does. Ah, ce sera do, du moins, excusez-moi. Pour toute autre personne, ce sera do qu'on va utiliser. Alors, quand c'est le prétérit, là, il n'y a pas de problème parce que pour n'importe quelle personne, on utilisera did. Pour n'importe quelle personne, ce sera did qu'on va utiliser. Donc, voilà les difficultés qu'on rencontrait souvent en anglais pour ceux qui apprennent. Et donc, il y a une concordance des temps, si je vois bien. il y a une concordance des temps. Une concordance des temps. Ça, c'est encore plus élevé que ça. Nous ne serons pas à ça aujourd'hui. Alors, je pense que si d'autres séances nous le permettent, on pourrait revenir sur les temps et l'usage même de chaque temps, parce que les temps ne s'utilisent pas comme on veut. Chaque temps exprime quelque chose, vous voyez. Mais le problème général des apprenants, c'est quoi? Demander une question, parce que la communication, c'est où on donne une information ou on cherche une information. Et la plupart, nous allons chercher des informations. Et pour chercher cette information du moins, il faut savoir que ça se fait avec une phrase interrogative. Et la phrase interrogative, tu as nécessairement besoin d'un auxiliaire. Je répète encore, il y a juste quelques petites exceptions, l'exception faisant la règle. Mais si tu retiens ça, tu peux t'en sortir parce que tu as 1000 chances de ne jamais tomber sur cette exception pour pouvoir communiquer. Vous voyez. Alors, de la réalisation, peut-être, je pense que vous avez un texte que vous souhaitez partager avec les élèves. Voilà, il est bien là, voilà. bien présent. Alors ça, c'est un exercice d'application, practice. You are a journalist and are investigating about the coronavirus epidemic. These are people's reactions. Ask the right question for every answer. Okay? Ask the right question for every answer. Here, you, the journalist, you are the journalist. Okay? And here is a man you meet. Okay? Good morning, sir. And the man answers, no, I am not. I'm a health technician. Vous voyez la communication? Toi, le journaliste, tu as rencontré quelqu'un. Tu l'as salué, tu as posé une question, et lui, il a ajouté, non, je ne le suis pas, je suis un technicien de la santé. Quelle est la question que tu lui as posée pour qu'il te réponde non, et en te faisant la précision que je suis un technicien de la santé? Alors, c'est ça le sens de la communication. Alors, dans le contexte, tu dois savoir quelle est la question adéquate à cette réaction. Parce que tu ne lui as pas dit comment tu t'appelles pour que tu te dises non, je suis technicien de la santé, ça n'a pas de sens. OK? Alors, suite à ce que nous venons de faire ici, alors vous allez trouver la question adéquate à cette réponse. Alors, la première étape, c'est de trouver est-ce que c'est une question ouverte? Is it a yes or no question? We call them also yes or no questions, c'est-à-dire les questions auxquelles on répond par oui ou non. OK? Close or yes or no question. Ou bien, est-ce que c'est une question pour laquelle j'ai besoin de faire recours à un WH question word ou a how question word? Donc, c'est un problème à deux niveaux. Et si vous trouvez ça, il y a ça qu'il faut appliquer. Et le problème est réglé. Maintenant, comment je peux savoir que moi, ici, j'ai besoin d'une question fermée, a close or a yes or no question? Alors, lorsque la réponse commence par no ou yes, ça veut dire que la question est fermée, it's a yes or no question. Et maintenant, pour résoudre ces problèmes, ici, j'ai répondu pour vous aider. Ça me permet de savoir que c'est une question fermée, et les questions fermées commencent par un auxiliaire. On n'a pas besoin d'un mot interrogatif, un WH question word, un how question word. Et l'auxiliaire qui va commencer la question, c'est l'auxiliaire qu'on retrouve ici.
c'est l'auxiliaire qu'on retrouve ici. C'est cet auxiliaire qui va venir ici. Maintenant, il y a un petit ngaladio, comme j'ai l'habitude de le dire, qu'il faut faire. Ici, am, son sujet étant I, on va dire I. Mais toi qui poses la question, est-ce que tu te poses la question ou tu le poses à ton interlocuteur? Et quand on parle à quelqu'un, généralement, on lui dit you. Toi, tu, you. Et si le sujet devient you, tu ne peux pas dire am, il faut accorder le sujet, le verbe avec son sujet. Est-ce que vous voyez? Et donc, ici, si je peux corriger, allez, are, le I va devenir you, a doctor? Are you a doctor? No, I'm not. I'm a health technician. It's okay? And then the journalists continue asking questions. The man reacts, they, meaning the specialists, are in that room. They are in that room. Now, to be able to find the exact question you have to answer, pay attention also to the reaction of your interlocutor. Dans la réaction de ton interlocuteur, alors, qu'est-ce qui est essentiel dans l'information qu'il a donnée? Et là, j'ai l'habitude de dire, en français, on nous dit le verbe est le noyau de la phrase. Mais dans l'information aussi, parce qu'on informe par unité de sens, mais dans chaque unité de sens, il y a quelque chose qui représente le noyau de l'information qu'on véhicule. The specialists are in that room. Qu'est-ce qui est le nom, ou bien quel est l'élément important dans cette information que mon interlocuteur a donné? That room. Je cherche où se trouvent les spécialistes. Alors, quelqu'un te dit in that room, quelle est la question que tu lui as posée, que tu lui poses? Là, on a une question ouverte. D'ailleurs, la réponse n'a pas commencé par oui ou non, yes or no. Donc, tu ne peux pas dire est-ce que, yes or no, c'est est-ce que. Tu peux pas lui dire est-ce que. Ils sont dans la salle là-bas. Tu peux pas lui dire est-ce que. Mais où sont-ils? Where are, auxiliary toujours. On aura toujours besoin de l'auxiliaire. Where are they? They are in that room. Est-ce que vous voyez? Toujours on continue la conversation. He is that tall man. He is that tall man. Quel est le noyau de cette information? C'est-à-dire, quel est l'élément le plus important dans cette information? C'est qu'il m'indique la personne. Et quelle est la question que tu lui as posée pour qu'il t'indique la personne? C'est that tall man, man étant l'élément le plus important dans la réponse. Alors aussi, on n'a pas une question qui est fermée parce que ça ne commence pas par yes ou no. Il me faut formuler une question et les questions ouvertes commenceront toujours par ou un WH ou un how. Maintenant, le choix, parce qu'il y a beaucoup de WH, le choix du WH dépendra de la spécificité de l'information que je cherche à connaître. Moi, l'information que je cherche à connaître porte sur une personne. Il faut savoir quel est le WH, question word, qui me permet de demander une personne. And so, you'll need who. Et encore, la règle, auxiliary, subject, etc. Donc voilà, chers élèves, comment ça fonctionne. Sachez que donc, pour résumer, sachez que pour poser une question en anglais, généralement, ou bien pour la plupart du temps, on a besoin d'un auxiliaire. Le choix de cet auxiliaire dépendra du temps, et j'insiste sur ces deux temps-là parce que c'est là où des fois on a des difficultés pour trouver quel est l'auxiliaire que je dois mettre. Sinon, tous les autres temps se conjuguent avec leur auxiliaire. Et donc, je disais, quand j'ai de l'eau dans ma cuisine, je n'ai pas besoin d'aller demander de l'eau dans le voisinage pour faire ma cuisine. Alors, je vous laisserai essayer de faire le reste de l'exercice. Merci beaucoup, M. Diouf. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de partager avec vous des cours d'anglais dans la salle des professeurs de la télévision Futur Média. Je pense que vous pouvez vous installer, M. Diouf. Merci beaucoup. Merci pour tout. En tout cas, ce fut un plaisir, Dr Massamba. Leçon bien su, bien retenue
pour ce matin, cet après-midi? Mais le plus important, c'est que c'est quand on voit les stratégies qu'ils utilisent, qui sont des stratégies qu'on appelle de mémotechnique. Parce que quand il te dit ça, c'est les how, ça c'est etc. Là, rapidement, tu mémorises. C'est fixé, en fait. Voilà, et c'est ce dont les élèves ont besoin dans des émissions de cette nature. Nous ne sommes pas dans une classe où nous transmettons avec une interactivité. Nous sommes dans une relation unidirectionnelle. Et les stratégies que l'UNESCO demande dans le cadre de l'enseignement à distance en période de crise, pour tous ceux qui nous adressent des remarques, nous ne sommes pas dans des classes normées, nous faisons ce que l'UNESCO appelle de l'enseignement à distance en situation de crise. Ce ne sont pas des pédagogies qu'on apprend à l'école normale supérieure, ce sont des stratégies spécifiques que nous appliquons ici pour répondre à beaucoup de sollicitations. Ne vous référencez pas à ce qu'on fait en classe pour essayer d'analyser ce que nous faisons. Nous sommes dans une démarche spécifique qui demande une formation spécifique. C'est nous sommes dans la salle des professeurs. Et nous sommes dans la salle des profs pour l'enseignement à distance en situation de crise. Ce n'est pas un enseignement normé et je voudrais remercier franchement tous ces enseignants-là, la jeunesse de M. Diop, machallah, mais qui montre que ce pays est pétri de talent, la qualité d'écoute, de réactivité, l'animation que nous avons dans ce cours d'anglais, et je ne parle pas du flegme de l'inspecteur qui ne pardonne rien, et voilà, heureux de l'avoir, et bravo. Aussi très heureuse de vous avoir sur ce plateau, Dr Massamba, c'est toujours un plaisir